Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette réunion de dialogue et d'information dédiée au quartier Notre-Dame-des-Champs. Quelques petites informations techniques auparavant. Nous travaillons maintenant pas en Mondovision, mais nous captons la réunion. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui n'ont pas qui ne sont pas venus ou qui ne viendront pas, ça nous permettra de revoir, et vous pourrez même revoir la réunion au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. C'est important parce que nous essayons de donner de l'information. Nous n'avons pas de baguette magique, je vous le confirme. Si j'avais une baguette magique, j'essaierais même de la dupliquer pour que les personnes qui sont autour de moi en aient. Mais nous essayons déjà de partager de l'information, de vous montrer que dans la complexité des relations d'une mairie d'arrondissement avec une mairie centrale, puisqu'on en revient toujours à la même chose, le statut de la mairie de Paris et des mairies d'arrondissement, tout procède de la mairie de Paris, mais nous sommes là pour influer, pour faire remonter de l'information dans un sens et dans un autre. Nous sommes un peu, si vous voulez prendre une expression imagée, des passeurs de plats, sauf que les plats, j'essaie éventuellement de les recuisiner, éventuellement peut-être de les améliorer, de les rendre plus gustatifs et de les assaisonner à vos goûts et à ceux et celles de la population du 6e arrondissement. Voilà, ça c'est quand même toujours important de le rappeler. Nous ne sommes pas une commune de plein exercice, je le regrette, mais c'est ainsi. La loi PML date du 31 décembre 1982, peut-être sera-t-elle changée un jour. À l'instant où nous parlons, ce n'est pas le cas. Vous m'entendez bien ? Bon. Deuxièmement, même si nous luttons contre le réchauffement climatique, cette salle étant particulièrement mal chauffée, pourquoi ? Parce qu'elle est haute. Ensuite, parce que c'est de l'air pulsé qui passe par le fond de la cheminée. J'ai été obligé d'installer des radiateurs, sinon vous étiez obligé de venir en manteau de fourrure. Peut-être pas les messieurs, mais en tout cas les dames. Et les manteaux de fourrure ne sont plus à la mode, donc on a fait chauffer un peu la salle. Donc ne vous étonnez pas, c'est parce que c'est pour cette raison que vous voyez peut-être des radiateurs électriques à l'endroit où vous êtes. Je suis entouré par deux de mes adjointes qui sont... mais tu peux venir là, viens là. Florence Devara, qui s'occupe particulièrement des relations avec les associations, les conseils de quartier, qui suit aussi les problèmes liés aux seniors, et Ariel Bocan, qui est à ma droite, qui s'occupe des affaires scolaires à mes côtés, de la jeunesse et des sports, et du quartier, justement, qui a la présidence du conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs. Étant entendu que là, nous avons le quartier de Notre-Dame-des-Champs dans sa globalité, dans ses limites administratives, puisqu'il part pour ceux qui ne se rappelleraient pas, ça part de l'arrière de la mairie, de la rue Madame, la rue du Vieux-Colombier. Ensuite, on file par la rue de Sèvres jusqu'au carrefour du Roc. On reprend du carrefour du Roc, on remonte le boulevard du Montparnasse jusqu'à Port-Royal, et on redescend ensuite par la rue d'Assas, puisque les jardins de l'Observatoire appartiennent au quartier Odéon. Rue d'Assas, rue Madame, vous voyez, rue Madame, on redescend. Donc c'est quand même c'est à peu près 60% de la superficie du 6e, hors Jardin du Luxembourg, puisque le Jardin du Luxembourg, qui appartient au Sénat, et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et c'est à peu près 60% de la population. Mais bien sûr, aujourd'hui, il n'y a jamais de bonne date, il n'y a jamais de bonne heure. Donc, ce sont les meilleurs que nous accueillons et nous sommes donc très heureux de compter sur vous. Je suis entouré également du capitaine Giashkino, qui est du commissariat des 5e et 6e arrondissements, que je remercie d'être présent. Il est accompagné de son adjointe, qui est au premier rang, qui pourra intervenir si vous n'êtes de passage. Et je blague, c'est mon côté. Et j'ai aussi dans la salle peut-être un des responsables de la police municipale. Je ne le vois pas, mais en tout cas, il nous rejoindra peut-être tout à l'heure. J'ai à côté du capitaine Giacchino, monsieur Vincent, Jean-François Vincent, c'est le directeur général adjoint de la mairie du 6e arrondissement. Il est en charge de l'espace public. Je voulais le remercier particulièrement
parce qu'il m'assiste énormément sur tout un tas de problèmes liés à l'espace public, c'est-à-dire que lui aussi, il passe les plats comme moi entre la direction de la propreté, la direction de la voirie, etc., etc. Et donc, quand vous nous envoyez des mails, quand vous nous envoyez des photos en nous disant tel endroit est pas propre, etc., on n'y va pas avec un balai, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que ce soit pris en compte et que ça soit nettoyé dans les meilleures conditions, même si, comme nous sommes le service de la propreté, est à effectif limité, déterminé par la mairie de Paris, il est clair qu'on peut pas, on n'intervient pas et on sait qu'on n'a pas un niveau de propreté parfait. La parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, c'est terminé. Les Parisiens et les Parisiennes sont revenus à Paris. On est en période d'hiver. Quand il fait mauvais et quand on atteint notamment des températures basses, le service de la propreté ne peut plus laver forcément les mêmes conditions. Donc ça contribue quelquefois à augmenter la perception de certaines choses qui sont effectivement critiquables. J'ai Monsieur Bazin à ma droite qui interviendra tout à l'heure pour vous présenter l'opération spécifique du 110 rue de Vaugirard, entre la rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi, qui suit cette opération pour le compte du diocèse. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Si vous avez des questions, je vous propose peut-être aussi que le capitaine Gacchino peut-être fasse une petite intervention sur peut-être qu'ils reviennent sur un ou deux chose particulière, homejacking que nous avons rencontré dans le quartier Notre-Dame-des-Champs au cours des derniers mois, il vous en parlera. Mais nous aurons, je vous le dis mesdames et messieurs, nous aurons au mois de novembre, fin novembre, je reprends mes notes, le mercredi 27 novembre à 18h30, nous aurons une réunion dans cette même salle spécialisée dédiée à la sécurité et à la prévention de la délinquance, avec la participation du commissaire adjoint du 6e arrondissement, qui, comme il y a 2 ans, reviendra sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans la voie publique, dans vos immeubles, et également qui reviendra également sur toutes les tentatives d'escroquerie malheureusement particulièrement nombreuses et particulièrement développées, qui sont mises en œuvre par des aigrefins aujourd'hui et qui consiste, avec envoi de faux mails, de SMS également, à vous subtiliser ou obtenir vos codes de carte bancaire pour pouvoir vous siphonner éventuellement les sommes que vous avez éventuellement sur vos comptes. Le 21 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, jeudi prochain, nous aurons une autre réunion consacrée là plutôt à la santé et notamment au projet tout à fait original qui va se développer sur l'ancien hôpital du Val-de-Grâce. C'est pas le 6e arrondissement, mais c'est le 5e arrondissement et c'est très proche. Et là, c'est un campus de santé numérique qui va être réalisé à peu près à horizon 2030. Quelques mots maintenant sur certaines opérations du quartier et qui vous intéressent parce qu'ils sont à proximité. Un mot sur le centre commercial Montparnasse. Le centre commercial Montparnasse, beaucoup d'entre vous s'y sont intéressés au cours des dernières années et la mairie de Paris même avait engagé des démarches de concertation, d'information via les conseils de quartier, je dirais en 2018-2019, sur un projet qui depuis lors a évolué et qui maintenant s'est totalement arrêté. Qui ne repartira pas avant 2030 dans le meilleur des cas. Alors pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la maire de Paris, qui était favorable à ce dernier projet de réaménagement du centre commercial Montparnasse, et qui avait été élaboré par un architecte qui s'appelle Renzo Piano, a été tué par la mairie du 14e arrondissement par des demandes reconventionnelles un peu délirantes, d'autant plus délirantes que il faut savoir que le centre commercial, les 2 tours, la tour Montparnasse et la petite tour dite du CIT, qui est une tour de bureau, sont sur le territoire uniquement du 15e arrondissement. Le 14e commence
de l'autre côté de la rue, alors je ne sais jamais si c'est la rue des départs ou la rue de l'arrivée, ça dépend comment on se place, mais enfin une des deux rues adjacentes, et donc c'est le maire du 15e qui avait un avis à donner en sa qualité de maire d'arrondissement sur les permis de construire. On s'était mis d'accord avec la mairie de Paris et la mairie du 15e arrondissement, et malheureusement, c'est effectivement les demandes excessives de la mairie du 14e qui n'ont pas permis de faire démarrer cette opération. Je le regrette parce que c'est une très belle opération privée. On peut penser que la tour Montparnasse démarrera dans les prochains mois, sans doute en 2025. Pourquoi ça n'a pas démarré plus vite? Parce qu'il y avait des problèmes de permis de construire qui sont en cours d'achèvement, et puis également parce que le coût de la rénovation de la tour Montparnasse avait terriblement augmenté. En sortie de confinement, elle est passée de 450 millions d'euros à 600 millions d'euros. Donc vous pensez bien que quand ça augmente de 30%, le propriétaire s'est mis en quête de rebaisser le budget et de chercher des fonds supplémentaires. Il semblerait qu'on soit pas loin du but. La petite tour de bureau, elle, est virtuellement aussi, on a virtuellement à peu près les permis de construire, donc on peut penser que les choses démarreront, je dirais, dans les prochains mois. S'agissant du centre commercial, pour l'instant, il va rester comme ça. Avec sans doute ce qu'on appelle de l'allocation éphémère. C'est-à-dire que les propriétaires vont sans doute, puisque la plupart des boutiques ont été fermées, vont sans doute, si vous voulez, faire de l'allocation calendaire et éphémère, comme ils l'ont fait. Peut-être y aura-t-il à nouveau des événements culturels comme l'exposition immersive qui a eu lieu au cours de l'hiver dernier, c'est possible, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est malheureusement totalement stabilisé. On a demandé, tous les élus concernés ont demandé que, si vous voulez, ce projet, quand il démarrera, soit mené de façon, je dirais, la plus écologique et la plus environnementalement possible. Pourquoi? Parce que plus vous détruisez des bâtiments qui sont anciens et qui datent de 1970, si vous ne les emmaillotez pas, si vous ne les traitez pas, vous envoyez dans l'atmosphère des mètres cubes de particules d'amiante, de cochonneries qui peuvent, si vous voulez, irriguer toute la rive gauche, voire au-delà, s'il y a un peu de vent. Donc, ça sera sans doute un projet, de toute façon, et déjà le projet Renzo Piano était un projet plus limité que ce qui avait été imaginé au départ. Et ça sera peut-être plus limité. Ne me posez pas la question de la composition. On peut simplement dire qu'il y aura moins de commerce qu'avant. Pourquoi il y aura moins de commerce? Tout simplement parce qu'on en a fait beaucoup dans la gare Montparnasse. Le centre commercial Gaîté a été aussi augmenté, a vu sa surface augmenter. Et si on ne veut pas tuer les commerces qui existent, y compris ceux de la rue de Rennes, on ne peut pas faire plus de commerce supplémentaire. Mais il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres preneurs. Vous avez des écoles qui cherchent des lieux, vous avez différentes choses, vous avez aussi peut-être maintenant des opérateurs en matière de santé qui peuvent chercher des lieux, et je pense qu'il n'y aura aucune difficulté, et puis il y aura sans doute des logements aussi, peut-être des logements étudiants, peut-être aussi des logements destinés aux plus âgés de nos concitoyens. Bref, il y a matière à faire. Mais en tout cas, on est maintenant dans une épure beaucoup plus éloignée, on aura l'occasion d'en revenir au cours des prochaines années. Je passe, si vous voulez, je me promène un peu dans le quartier Notre-Dame-des-Champs. L'ancienne clinique Tarnier, que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, qui est face à l'école alsacienne, en haut de la rue d'Assas, au niveau 89, qui est un bâtiment de la ville de Paris avec une clause légataire qui l'a protégé. Mais les clauses légataires, ça protège des appétits de promoteurs, ça peut aussi, ou des faiblesses des fonctionnaires, mais ça peut figer. Donc là, j'ai réussi, au bout de 15 ans, en mettant le pied dans la porte d'un certain nombre de directeurs et directrices de la PHP, à faire que la ville de Paris le récupère. On est tombé d'accord avec la mairie de Paris. Et là, un très très beau projet a été mis au point, qui serait cofinancé par la ville et la région, avec sans doute, on attend la participation de l'État. Ça sera un projet dédié à la santé des femmes, puisque vous savez que c'est un projet universitaire de recherche, de collaboration. Vous pourrez pas, ça sera pas un centre Arthur Verne, un institut Arthur Verne bis. On n'ira pas faire des consultations, mais on progressera sur les problèmes, je dirais, que connaissent nos concitoyennes,
à tous les âges de la vie et qui seront davantage étudiés, documentés, etc. Là, le problème est que, bien sûr, l'opération démarre, et je vais rencontrer bientôt le haut fonctionnaire, puisque c'est un bâtiment de la ville, mais c'est un projet d'État, donc c'est un projet qui est géré par l'EPORIF. L'EPORIF, c'est l'établissement public de la région Île-de-France. Ce sont des gens compétents, mais ce sont des gens qui doivent quelquefois être un peu incités à aller plus vite. Pour vous donner un exemple, c'est ceux qui interviennent dans le 5e arrondissement sur le centre Jean Sarail, de l'autre côté à Port-Royal. Vous voyez qu'ils sont un peu... là, ils progressent à une vitesse d'escargot. Je me demande même si les escargots ne sont pas plus rapides que les porifs à certains moments. Mais on va essayer de faire en sorte que ça s'accélère. Donc, projet, Tarnier, c'est échéance, peut-être, je dirais, il faudrait démarrer en 2027, 2030, en 2 tranches. Mais c'était très important puisque vous savez que ce bâtiment était utilisé intérieurement, mais que la PHP, qui en était utilisateur, ne l'entretenait pas. Si bien que vous aviez des chutes de pierre qui commençaient à intervenir notamment sur la façade de la rue d'Assas. Et on verra si on peut éventuellement ouvrir, il y a un petit jardin, si on pourra l'ouvrir au public. Me repromène boulevard du Montparnasse, je reviens vers le boulevard Raspail, et là je m'arrête au niveau de la Villa Montparnasse. La Villa Montparnasse, c'est un ancien hôtel, en réalité c'était une résidence hôtelière, et vous aviez Noura, qui était un traiteur libanais, qui est d'ailleurs assez bon, mais qui a plié les Gaules. Et donc, cet immeuble qui semble à l'abandon, en réalité, a été racheté par un groupe hôtelier français qui a d'ailleurs plusieurs hôtels à Paris et en province. J'ai rencontré l'opérateur à la fin du mois d'août. Objectif, réouverture, sans doute l'été prochain, travaux durant l'hiver. Mais vous savez que vous soyez particulier ou entrepreneur, vous savez quand vous démarrez les travaux, vous ne savez jamais quand ça s'arrête. Vous pouvez, je veux dire par là que vous pouvez avoir alors oui, non, n'écoutez pas ce que je dis. Vous pouvez avoir des pépins avec des défaillances d'entreprise, etc., etc. Après, on peut avoir aussi des incompétences, ça, il y en a beaucoup, mais on va souhaiter qu'il n'y en ait pas pour la Villa Montparnasse. Il y aura sans doute une réouverture de restaurants au rez-de-chaussée, l'opérateur d'ailleurs étant plus inquiet par la gestion du restaurant que par la gestion de l'hôtel. Ça devrait rester une résidence hôtelière d'ailleurs. Ça devrait rester une résidence hôtelière. Également, un mot d'ailleurs sur une opération qui est passée un peu sous les radars, mais je voulais quand même la signaler, qui a été plutôt assez réussie. C'est la faculté d'Assas qui a réussi à s'étendre en rachetant avec son argent, d'ailleurs, opération autorisée par l'État, car quand les fonds d'une faculté, quand une faculté veut dépenser son argent pour un projet immobilier, elle doit avoir l'aval du ministère des Finances, c'est l'immeuble rue Notre-Dame-des-Champs, qui est à peu près à la hauteur de la rue, entre la rue de Chevreuse et la rue de la Grande Chaumière, qui a été totalement ravalé, qui appartenait à une mutuelle d'assurance et qui a été racheté par la faculté d'Assas, qui donc retrouve des surfaces supplémentaires, et ça lui a permis de mettre fin à un certain nombre de locations. Ça, c'est en général la politique des universités, c'est d'essayer de regrouper ses forces. La faculté d'Assas est preneuse à terme de 5000 m² dans les bâtiments Censier du 5e arrondissement. Mais les bâtiments Censier du 5e arrondissement sont des bâtiments que les anciennes facultés Paris 3, Sorbonne Nouvelle doivent être désamiantés. C'est une opération excessivement compliquée et un peu là d'attendre le démarrage de l'opération, ils ont réussi à trouver cette solution qui permettra aux étudiants de bénéficier de locaux supplémentaires. Nous conservons notre vocation de quartier dédié aux lycéens et aux étudiants, en dehors, bien sûr, des habitants. Ça, c'est très important. Le 6e est un arrondissement qui se caractérise par la présence de jeunes étudiants scolaires venant de tout Paris, voire de toute la France, et puis, effectivement, par des habitants appartenant aux différentes strates sociales qui peuvent exister. Donc, 2 opérations
que nous avons passée, la semaine dernière à notre conseil d'arrondissement avec Ariel Bocan, avec Florence Devera, avec Madame Hervieux qui est présente, et que nous avons voté tous, c'est notamment la création d'une résidence universitaire d'une 60aine de logements sur le site qui appartient à Paris-Sorbonne Université au 93 boulevard Raspail. 93 boulevard Raspail, c'est en face de l'Alliance française. 96, oui, pardon. 96, oui, c'est tout à fait vrai, puisque c'est des numéros impairs, c'est face au numéro impair. C'est un numéro pair, 96 boulevard Raspail, après le 94, qui est l'immeuble qui appartient à la fondation Cognac-Jay. Donc là, ça sera retravaillé. C'est sans doute des travaux qui démarreront en 2026, 2028. Les bâtiments anciens n'étaient peu utilisés. Vous avez un bâtiment qui donne sur le boulevard que vous pouvez juger assez horrible, mais en réalité, c'est un bâtiment en béton qui est perpendiculaire au bâtiment principal, mais c'est un bâtiment qui avait été fait par Le Corbusier. Il est donc classé, il sera réhabilité et il servira sans doute de lieu de working lab, vous savez, les coworking pour les étudiants qui s'y trouveront. En face, au 105, c'est bien le 105, à côté de l'Alliance française, dans les anciens locaux de l'EHESS, vous avez là un campus privé qui est en cours de réalisation et qui sera livré pour le mois d'août, pour la rentrée 2025. C'est vrai que les opérateurs privés vont plus vite parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes en termes de permis de construire, d'autorisation administrative que les opérateurs publics. Après, il faut que les travaux soient bien faits. Et là, vous aurez aussi une quarantaine de logements étudiants qui seront réalisés à côté de l'école proprement dite. Alors, je peux pas vous donner l'identité de l'école, mais c'est une école qui sera un peu en phase. L'opérateur est le même que celui qui est intervenu rue de Fleurus, qui a installé dans d'ailleurs des anciens locaux eux-mêmes de l'Alliance française d'Île-de-France l'école Sudria, l'école de mécanique Sudria, qui, pour ceux qui se rappellent le plus l'histoire du quartier, historiquement, l'école Sudria était rue Blaise des Goffes, face à la FNAC, dans des locaux qui sont actuellement occupés d'ailleurs par Paris 2 Assas. L'Académie de la Grande Chaumière. Un mot sur l'Académie de la Grande Chaumière. Alors ça, c'est une affaire très complexe, mais qui progresse un peu comme un escargot, mais elle progresse quand même. Pourquoi ? Parce que les permis sont maintenant définitifs. En réalité, ce sont des très beaux locaux. C'est les derniers locaux qui témoignent de l'histoire de Montparnasse, des peintres de Montparnasse, du début, la fin du 19e et du début du 20e. Tout le monde est passé par là. Soutine, Fujita, Zaoki, etc., etc. C'était donc occupé par des associations au cours des dernières années qui donnaient des cours. Ça a été racheté par un Français qui a fait sa fortune entre la France, la Russie, etc., qui gardera les locaux, qui veut y installer, qui veut continuer à faire des cours, mais comme on est en France, siège des tribus gauloises, il y a un contentieux entre les associations utilisatrices et cette personne, et les travaux actuellement qui ont été autorisés sont bloqués par le contentieux. Il faudra que le contentieux s'éteigne, on l'espère, en 2025, pour que les travaux puissent commencer. Et ce sont des travaux absolument fondés, tout simplement parce que les locaux ont beaucoup vieilli. Et il y a des normes de sécurité qui ne sont plus respectées. Vous avez des plafonds excessivement dangereux, etc. Mais les ateliers historiques de la Grande Chaumière, où d'ailleurs il y a toujours des cours de dessin, il y avait des cours de dessin, il y en a encore, il y avait des modèles qui continuaient à se produire dans les ateliers de la Grande Chaumière qui seront préservés. Il faudra ensuite qu'on voit pendant la période de travaux, j'ai déjà saisi la ville sur cette affaire, si on peut extérioriser, maintenir un certain nombre d'ateliers. On verra où. Est-ce qu'on peut le faire au 80 boulevard du Montparnasse ? Ça, c'est côté 14e du boulevard, où vous avez des ateliers beaux-arts qui existent. Vous avez un très beau centre d'ateliers de beaux-arts que la ville de Paris a magnifiquement rénové au cours des 2 dernières années et qui pourrait effectivement peut-être les accueillir, mais il faudra une convention pour ce faire. Sur la place Bréa-Vavin, un mot sur la place Bréa-Vavin auquel je suis très attaché,
puisque pour les plus anciens d'entre vous, on avait bloqué ensemble l'implantation d'un McDonald's il y a une vingtaine d'années. Le propriétaire qui se trouvait au-dessus était venu me voir en me disant je veux faire un local commercial, est-ce que vous avez les McDo? Non, je lui ai dit écoutez, je suis pas sûr que ça soit approuvé, et ça avait été effectivement une levée de bouclier particulièrement importante. Là, malheureusement, si vous voulez, ça a été pendant un certain temps une Fnac. Ensuite, ça a été Oxybul, qui était un peu le successeur de la Fnac. Et malheureusement, si vous voulez, le commerce parisien et le commerce en général est en très grande fragilité. Les effets conjugués de la vente par Internet, des modifications des modes de consommation, des modifications accentuées depuis la crise sanitaire. Vous vous habillez pas de la même façon, vous faites du télétravail, etc., etc. On fait que le groupe qui possède Oxybul et qui possède en même temps Jacadi et Catémini a quasiment, sur toute la France, ferme la plupart de ses magasins Catimini et Oxybul. D'ailleurs, il y avait un Catimini rue de Sèvres face au Bon Marché, il a fermé. Il garde les Jacadi qui sont un peu plus haut de gamme, mais qui ne demandent pas des surfaces aussi importantes. Ça sera vraisemblablement un carrefour. Si c'est un carrefour, nous sommes en liaison avec Carrefour pour, je dirais, leur demander plusieurs choses. Bien sûr, ne respecter le plus possible la configuration actuelle, c'est-à-dire pas d'enseigne, je dirais, excessive, etc., etc. On gérera la place de livraison, et surtout, on demandera qu'il y ait un service exceptionnel, parce que le danger d'un carrefour à cet endroit, on a beaucoup de jeunes qui viennent déjeuner, et c'est normal, il faut que les jeunes quittent le Sion, les lycée Montaigne. C'est une place qui vit, la place Bréa-Vavin. C'est sympathique. Mais il ne faut pas que ça devienne un endroit, une aire de pique-nique avec une foultitude de déchets à proximité, parce que les poubelles ne sont pas assez grandes pour contenir. Donc, si c'est un carrefour, je demanderai un service exceptionnel à Carrefour pour que, éventuellement, il y ait des employés, peut-être des employeurs, qui viennent éventuellement entretenir le périmètre, comme on avait d'ailleurs demandé à McDonald's, d'ailleurs, à une certaine époque, de le faire. Après, selon les directeurs de McDonald's, l'aire d'intervention, quelquefois, se limitait à 20 cm. On leur disait, non, c'est pas 20 cm, c'est 200 mètres. Bon, voilà. Donc, mais là, en tout cas, la place Bréa-Vavin, elle est bien délimitée. Également vous dire un mot et puis vous dire un mot aussi, il y a quand même des choses aussi, il faut quand même se réjouir. Hein. Je veux quand même vous savez que les lieux culturels sont des lieux très, très fragiles. Les lieux culturels sont des lieux très fragiles. Et il faut savoir quand même que on est passé à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs transmissions sur le Lucernaire. Le Lucernaire, auquel beaucoup d'entre vous sont attachés, qui est un ensemble culturel unique à Paris, composé avec 2 salles de cinéma, plusieurs salles de spectacle, petites, un peu complexes, avec des règles de sécurité qui évoluent de plus en plus durement dans notre pays. Il y a eu 2 transmissions au cours des dernières années. Alors, il y en a une qui était très lourde entre monsieur Le Guillochet, il y a une vingtaine d'années, et le repreneur. Mais là, il y a une transmission qui s'est faite tout à fait en douceur l'année dernière. Et le Lucernaire est reparti pour des années, avec une famille d'industriels dont le fils n'a pas été considéré raté par son père parce qu'il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale, mais qui était un acteur et un metteur en scène, et qui est maintenant le propriétaire du Lucernaire, qui a maintenu le directeur en place, et le Lucernaire est reparti. Il faut s'en réjouir et il faut le fréquenter. Si vous ne fréquentez pas les lieux culturels qui sont dans votre quartier, après, je ne vous dis pas d'aller tous les soirs au Lucernaire. Bon, après, vous pouvez aller au bar tous les soirs du Lucernaire, acheter un livre, bon, vous faites ce que vous voulez, mais il est bon de le signaler. De la même façon, le théâtre de poche. Le théâtre de poche aurait pu disparaître il y a quelques années s'il n'y avait pas eu Philippe Tesson, qui avait investi son argent personnel, et s'il n'y avait pas Stéphanie Tesson, sa fille,
pour le reprendre et pour le maintenir. Le théâtre de poche est aussi un établissement très fragile. Pourquoi ? Parce que les salles sont minuscules. Donc rentabiliser des spectacles avec des salles minuscules, c'est également très difficile. Donc c'est aussi pour vous faire passer des messages. On oublie quelquefois, quand on est dans un quartier, ce que l'on a sous la main. On n'en profite pas assez, c'est vrai. Et il faut quelquefois le faire connaître et le faire reconnaître. Et puis, un mot sur la librairie Chan aussi. La librairie Chan on est en contact avec elle, c'est une librairie. Les librairies, c'est pareil, c'est comme les magasins. Enfin, c'est un magasin par définition. C'est un magasin spécifique, mais c'est aussi très très fragile. Achat des livres sur Internet, contrefaçon, les gens qui lisent moins, les gens qui lisent sur leur portable, etc., etc. Il faut soutenir la librairie Chan, même s'il y a une très belle librairie Albin Michel qui s'est implantée à l'angle du boulevard Raspail et de la rue Vavin, c'est très bien, parfait, il y en a pour tout le monde. Surtout que Chan a un petit côté aussi, un petit corner pour les enfants à l'angle de la rue, aidez-moi, pas la rue de Chevreuse, si, c'est peut-être la rue de Chevreuse, la rue de Chevreuse et du boulevard Montparnasse, ou avant, ou la rue peut-être, oui, c'est la rue de Chevreuse, c'est ça. Et il faut effectivement la défendre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Je vous propose peut-être de passer la parole à monsieur Bazin, qui va nous parler du 110 rue de Vaugirard. Merci, monsieur le maire. Je vous ai fait un tirage de ma présentation. Et est-ce que vous auriez la gentillesse lorsque je vous ferai un signe légèrement directif mais amical, de dérouler. Donc je me présente, je m'appelle Stéphane Bazin, je dirige un cabinet parisien qui accompagne les entreprises, les institutions dans leurs projets immobiliers. Le nom... c'est assistant à maîtrise d'ouvrage. Et mon client sur cette opération, c'est le diocèse de Paris, l'Église catholique à Paris, qui est engagée dans une opération majeure dans votre quartier de rénovation et de transformation du monastère de la Visitation, qui est situé donc au 110 rue de Vaugirard. Également, la parcelle est importante et elle se déploie aussi au niveau du 93 rue du Cherche-Midi. Le projet s'appelle désormais le projet de maison de la Visitation Vaugirard, et peut-être que vous en aviez entendu parler sous le vocable de Maison Marguerite-Marie. L'archevêque, Monseigneur Ulrich, a souhaité garder une trace de la présence des sœurs, qui étaient les sœurs de la Visitation, qui ont fait apport de leur monastère en 2012 au diocèse de Paris, et d'où ce nom désormais, qui sera le nom pérenne de Maison de la Visitation Vaugirard. Donc je vais vous présenter ce projet, et si en plusieurs transparents, slides, comme on dit, d'abord je vais situer sa localisation pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, je vais indiquer quel est le projet dans ses objectifs généraux. Je passerai ensuite sur la partie plus spécifiquement constructive immobilière pour vous situer comment ce projet va transformer, ajuster, rénover les immeubles existants et en faire apparaître de nouveaux. On parlera aussi de ce futur jardin qui est un des aspects importants pour le quartier et son désenclavement. Et puis je vous donnerai aussi quelques informations sur le planning de réalisation de l'opération. Voilà, j'ai prévu de parler un quart d'heure. Alors, si on peut montrer le slide suivant, qui est appuyé 2 fois d'ailleurs. Voilà, donc vous avez une vision du quartier qui est un petit peu assez vue du ciel. L'opération est donc à cet endroit de la rue de Vaugirard, pas très loin finalement du boulevard Montparnasse. Et également, vous voyez que la parcelle qui est en rouge et maintenant qui apparaît de façon plus marquée, plus appropriée. Sur le bas de l'écran, c'est la rue de Vaugirard, et sur le haut de l'écran, on voit c'est la partie qui débouche sur la rue du Cherche-Midi, juste en mitoyenneté avec l'hôtel particulier d'un acteur célèbre. Alors, si on peut passer au slide suivant, je vais vous expliquer quel est le projet voulu par le diocèse, qui a été conçu avec les sœurs pour prolonger le charisme des sœurs de la Visitation
pour manifester une présence chrétienne. Et je ne sais pas si certains, j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent le projet des Bernardins. Le projet des Bernardins est un projet qui est situé plutôt sur la catéchèse et sur l'enseignement doctrinal, le partage, plus intellectuel et spirituel. Là, on est sur un projet de faire émerger un Bernardin de la solidarité catholique en plein cœur du 6e, en installant autour de son grand jardin 3 très belles associations de colocation solidaire qui ont toutes à peu près le même modèle, c'est-à-dire que vous avez des jeunes professionnels qui ont entre 28 et 38 ans, enfin qui sont en début de parcours professionnel, qui viennent habiter avec des personnes fragiles. Alors il y a 3 types de personnes fragiles, 3 associations qui vont être dans 3 bâtiments différents. Vous avez l'association Simon de Sirène qui s'occupe d'habiter avec des personnes qui sont en situation de polyhandicap cérébral parce qu'ils ont eu des gros accidents de la vie, accidents de la route, AVC, qui sont dans des situations compliquées. Certains sont allongés, d'autres en fauteuil, d'autres moins abîmés, et tous ont besoin d'assistance. Et donc ça, c'est l'immeuble, on le verra, qui est rue du Cherche-Midi. Vous avez une autre association qui s'appelle l'Association pour l'amitié. Ce sont des personnes qui ont vécu des fragilités extrêmes parce qu'elles ont vécu dans la rue. Elles ont été ensuite secourues, puis restabilisées. Et après cette période de stabilisation, elles rentrent dans un hébergement de moyen terme, de plusieurs années, pour se resocialiser, retrouver un emploi, et elles vivent à raison de 4. Vous avez 4 jeunes professionnels pour 6 personnes en fragilité. Vous voyez, ça donne à peu près la proportion. Ce sont des logements, donc des grands appartements de 10 personnes. Et ça, c'est la 2e association. Et puis la 3e association, c'est une association qui s'appelle Marthe et Marie, qui vient en aide à des femmes qui attendent un enfant, mais qui sont dans des situations conjugales ou familiales extrêmement précaires, fragiles, sociales aussi et financières. Parfois, vous avez des femmes qui sont à la rue. Et donc, c'est pour leur donner un lieu pour attendre tranquillement leur enfant, permettre de l'accueillir et jusqu'à peu près ce qu'ils puissent arriver dans une place en crèche. Donc c'est aussi des logements de stabilisation. Là, la proportion, c'est plutôt d'avoir 2 personnes pour 8 mamans. C'est à peu près la proportion 2 à 3 personnes pour 7 à 8 mamans. Et donc c'est la 3e association. Puis aux côtés de ce pôle social, il y a des éléments plus proches du diocèse, des activités habituelles du diocèse, qui sont des salles de réunion qui seront dans les salons à rez-de-jardin de l'hôtel de Clermont-Tonnerre pour le pôle de solidarité du diocèse. Il y a une chapelle. Et puis également des logements de rapport qui vont être soit réinscrits au dernier étage de l'hôtel de Clermont-Tonnerre, puis dans quelques lieux, et puis un immeuble qui va émerger au 110 bis rue de Vaugirard. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Alors, dans le visuel qui est juste après, qui s'affiche là, la partie qui va intéresser beaucoup, je pense, le quartier et le voisinage, les riverains, c'est que ce projet s'accompagne d'un projet de création d'un espace, d'une ouverture au public, d'une venelle et d'une voie qui va passer directement dans le jardin, au milieu de l'allée des Tilleuls, avec un jardin familial que l'on voit qui s'appelle le Square, en fait. Si vous voyez le petit numéro 1 peut-être sur l'écran, qui est l'accès par la rue de Vaugirard, et donc on rentrera par cette venelle. Il y a un coude qui passe entre les 2 bâtiments et qui rejoint la grande allée centrale, qui est l'allée en fait avec les Tilleuls, et qui ressortira par un porche sur la rue du Cherche-Midi, après avoir longé un petit square sur la droite, qui sera un square probablement avec quelques installations pour les enfants. Et tout du long de cette promenade, on a prévu d'installer des bancs, enfin que ce soit, c'est pas uniquement pour marcher, c'est aussi pour s'arrêter.
La partie que vous voyez, qui est plus, alors je dirais au nord, qui correspond à peu près d'ailleurs à l'inverse du nord dans la vraie vie, qui est au nord sur votre écran, enfin en haut de l'écran. Alors là, c'est la partie qui va être réservée aux associations, mais il n'y a pas du tout de mur. Hein. Il y a une clôture plus symbolique d'ailleurs que réelle, et qui permettra quand même de maintenir l'intégrité complète du jardin, pour qu'on ait l'impression vraiment de se promener dans un jardin complet qui fait 4000 mètres carrés. Alors ça a deux aspects. Le premier, c'est que ça va permettre de désenclaver ce grand îlot entre la rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi, et de créer cette voie qui perfore en fait cet îlot. Je pense d'ailleurs que tous ceux qui l'utilisent pour emmener leurs enfants à l'école vont en bénéficier beaucoup. Et puis, ça a aussi une vocation tout simplement belle, un peu champêtre, bucolique. On y est allé avec monsieur le maire au printemps. J'ajoute aussi que ce jardin est actuellement très pollué parce que les sœurs s'étaient fait fourguer, excusez-moi, des terres polluées probablement après la guerre de 70. Donc, il y a une exposition très forte au plomb. Donc, sur 50 cm de profondeur. Donc, on va complètement dépolluer. Nous avons abattu 20 arbres et quelques pour des raisons sanitaires, 20 arbres et quelques pour des raisons de construction, et nous allons replanter 145 arbres, arbustes et arbres fruitiers. Donc il y a un repaysagement complet du jardin qui va être, je crois, une splendeur. Ça va être. Alors oui, ça sera fermé la nuit, hein, donc ça sera ouvert suffisamment tôt le matin pour permettre les circuits scolaires. Probablement le soir, il y aura peut-être une modulation entre l'hiver et le printemps-été. Voilà. Très rapidement, je vais vous présenter une suite de trois schémas. Le premier qui vous montre les parties en gris foncé qui vont être démolies. Tandis que la partie qui demeure en blanc est conservée. Alors les parties en blanc, ce sont les parties historiques patrimoniales, c'est-à-dire l'hôtel de Clermont-Tonnerre, la cour du 110 qui formait entrée vers cet hôtel, et puis dans le prolongement de l'hôtel de Clermont-Tonnerre, le pensionnat Ségur, qui avait d'ailleurs été financé par la fameuse comtesse de Ségur, puisqu'elle avait une nièce qui était rentrée chez les sœurs. Si alors, en fait, j'ai estompé une partie des bâtiments qui sont déjà démolis à l'heure actuelle. Donc, il en reste encore rue de Vaugirard au 110 bis, la petite cour grise qui demeure à être démolie. Au milieu, vous avez les bâtiments qui vont être complètement réhabilités, qui aujourd'hui sont dans des états de vétusté extrêmement avancés. C'est une rénovation complète, lourde, des toitures au sol en passant par toutes les façades, les fenêtres, avec une coopération avec la DRAC extrêmement précise, parce qu'on a des très très belles fenêtres, des très beaux vitrages. Je suis peut-être en train de dépasser l'horaire, vous me dites si je suis trop long. Très bien. Et voilà, donc ça va être une très très belle rénovation. Donc vous avez vu à peu près 3000 mètres carrés et quelques, ça c'est la partie réhabilitée. Et puis sur le petit diagramme qui est en bas à droite, ce sont les immeubles neufs qui vont apparaître. Alors, vous avez celui qui est rue de Vaugirard, qui est un immeuble de logement, avec deux cages d'escalier. Vous avez celui qui est rue du Cherche-Midi, c'est là où il y aura Simon de Sirène. Et puis, vous avez deux petits bâtiments dans le jardin qui vont apparaître. L'ensemble fait 6000 mètres carrés de construction neuve. Donc, oui, un tiers de réhabilitation, 2 tiers de construction neuve. Vous avez ensuite dans l'affichage suivant la répartition que je vous indiquais par fonction, en fait, une fois que c'est construit. Donc vous avez les parties en bleu, ce sont pour les associations. Vous avez vu que le diocèse a donné le meilleur aux associations. Elle ne s'est pas dit je vais mettre des logements de rapport qui vont exploser les compteurs de la rentabilité pour se comporter comme un investisseur immobilier. Non, les associations vont se déployer autour du jardin. Et d'ailleurs les faire s'échanger, que les parcours publics se croisent. Il s'agit en fait de s'accomplir, de se grandir tous ensemble en proximité avec les différentes fragilités.
Et puis vous avez en jaune, en vert, pardon, la chapelle, qui est ce bâtiment qui est perpendiculaire à la rue de Vaugirard. Et puis vous avez, alors qui est une chapelle absolument magnifique. C'est la seule chapelle qui a été construite durant la période de la Restauration. Donc c'est un monument unique qui va être également, là aussi, entièrement restauré par le diocèse à l'intérieur. Donc il y a la commission d'art sacré du diocèse qui travaille sur cette partie-là. Et puis en jaune, vous avez les parties qui sont des logements locatifs. Le petit bâtiment brun qui est dans le jardin va être une résidence pour étudiants et jeunes professionnels. C'est plutôt un ensemble de chambres et de petits logements des studettes, en fait. En termes de planning, alors, non, pardon, d'abord en termes de parties prenantes, je voulais indiquer que nous avons un partenaire qui est un bailleur social, qui est le groupe 3F, et sa filiale 3F Résidence, qui est spécialisée dans la gestion des foyers logements. Et c'est 3F Résidence qui gère le bail avec les 3 associations. Et puis nous avons le diocèse de Paris, qui est avec une entité spécialisée, l'association immobilière du diocèse de Paris, qui est titulaire du reste, et l'ensemble est confié à Eiffage, au groupe Eiffage, qui est le constructeur en fait. Donc c'est Eiffage qui réalise les travaux. Lesquels travaux ont commencé en juin dernier par les. D'abord, on a démonté. Démonter, c'est un langage un peu pudique pour dire qu'on a abattu quelques arbres. On parle de démontage d'arbres. Donc, on a démonté quelques arbres, comme je vous le disais tout à l'heure. On a démoli des bâtiments, ce qui étaient des bâtiments Cherche-Midi, des ouvrages Cherche-Midi et dans le jardin. Et puis, on a commencé les premières excavations qui vont se poursuivre et les constructions jusque fin 2026, s'il n'y a pas trop d'intempéries, ou tout début 2027, s'il y a des intempéries, pour une livraison, donc, tout début. Donc, on est parti pour 2 années encore là, de travaux. On a prévu un dispositif de communication sur les palissades, avec notamment, il y aura, alors c'est pas un numéro vert, mais vous savez, c'est une boîte mail hein, pour lequel tout le monde pourra dire, voilà, j'ai des nuisances, j'ai ceci, j'ai des informations, et puis également, je sais pas comment ça s'appelle déjà, vous savez, quand une espèce de patch, un QR code, voilà, c'est ça, un QR code, bon. Un QR code voilà, qui renvoie vers un site internet et qui vont donner un peu, enfin, en temps réel, hein, des pages actualisées pour vous dire où est-ce qu'on en est sur le projet. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur... ah oui, peut-être dernier point quand même, un point, c'est que il y a actuellement un travail de l'entreprise Eiffage pour prévoir les installations de chantier. Et là, il y a un zoom sur la partie Vaugirard. Ça n'est pas encore validé parce qu'ils n'ont pas encore eu leur réunion avec les services de la voirie. Hein, mais ce qui à peu près se projette, ça va être de simplifier pendant le temps des travaux la circulation actuelle rue de Vaugirard. Aujourd'hui, la rue de Vaugirard, d'abord, vous avez une voie de double sens pour les cyclistes, hein, les vélos. Donc les vélos, d'abord, sont de l'autre côté par rapport à ce qui est marqué ici, ils sont sur le côté des numéros pairs. Et ensuite, vous avez en sens unique les véhicules. Et il y aura une simplification pour éviter le double sens des vélos et pour vraiment créer un environnement de sécurité plus marqué. Parce que, et certainement aussi une protection sur les trottoirs pour faire que en particulier les personnes avec des enfants à l'abord du chantier soient dans des conditions de sécurité les plus assurées. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis. Cher Monsieur Bazin, merci infiniment. Oui, pour juste 10 secondes sur cet aspect sécuritaire, effectivement, ce qui est important, c'est que sur le document que vous voyez, vous allez avoir une emprise chantier qui va être assez importante sur la rue de Vaugirard, puisque l'immeuble qui va être construit va être en gros construit à la place du mur aveugle, qui est au niveau du 110, entre le 110 et le 112, et qui fait à peu près 30 mètres de longueur, et qui est haut à peu près comme 2 étages et demi. Donc vous allez avoir une emprise de chantier à cette hauteur-là, et si vous connaissez la rue de Vaugirard actuellement, vous avez le double sens cyclable qui passe. Donc dans cette emprise de chantier, vous allez avoir des camions
qui vont arriver par la rue de Vaugirard venant du boulevard du Montparnasse, qui vont rentrer dans l'emprise de chantier et qui vont ressortir. Donc évidemment, ça peut être dangereux pour les piétons, pour les cyclistes. Donc il faut vraisemblablement réaménager les rues de Vaugirard sans être un expert en matière de voirie. Si on a une emprise de cette importance-là, il faut que les camions puissent ressortir dans la bande roulante où vous aurez éventuellement les automobiles qui passeront, et on basculera la piste cyclable de l'autre côté. Ce qui permettra d'ailleurs de protéger, parce que dans la situation actuelle, les parents qui amenaient leurs enfants au groupe scolaire Littré en venant de Montparnasse avaient quelquefois l'impression d'être étaient frôlés par les véhicules automobiles, voire même quelquefois étaient obligés de descendre sur la chaussée quand vous aviez des camions, des camionnettes ou des véhicules garés sur le trottoir. Donc là, ça sera sans doute beaucoup plus ergonomique. Alors ça demandera un effort parce qu'effectivement, le retour cycliste sera sans doute pas possible. C'est-à-dire on va garder la piste cyclable dans le sens Montparnasse-Rennes, mais là, il faudrait que les cyclistes passent ou par la rue de Rennes, ou par la rue de Cherche-Midi, ou par la rue de Sèvres. Il faut un petit effort, effectivement, pendant 2 ans. Après, on verra. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est bien évidemment à réaménager la rue de Vaugirard, mais ça, on verra avec la mairie de Paris à cette époque-là, à réaménager la rue de Vaugirard dans un sens plus apaisé. Peut-être faire une rue de Vaugirard qui soit beaucoup plus apaisée, et surtout avec une nouvelle traversée piétonne à hauteur du 110. Pourquoi ? Parce que M. Bazin vous l'a expliqué, l'intérêt de cette opération, au-delà de l'aspect social affirmé, c'est le jardin de 4000 m². C'est qu'on arrive là, on fait, pour ceux et celles qui connaissent un peu Paris et un peu l'histoire de Paris, on rouvre un jardin un peu comme on avait ouvert dans le 7e, c'était Chirac qui l'avait fait, le jardin de Babylone. Le jardin de Babylone, grâce aux Petites Sœurs des Pauvres, c'est en réalité une partie des jardins des Petites Sœurs des Pauvres qui a été converti en jardin municipal. Alors là, le diocèse gardera la propriété du jardin, mais il y aura sans doute une convention passée avec la mairie de Paris prévoyant les entrées, etc. Après, est-ce qu'il y aura un partage de l'entretien ? Ça, on verra. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est l'élément très intéressant. C'est l'élément très intéressant parce que vous avez beaucoup, dans le quartier Notre-Dame-des-Champs, et notamment dans ce secteur-là, vous avez beaucoup de jardins intérieurs qui ne sont pas accessibles. Et là, en plus, on réalise une opération intéressante avec un passage de jour piétonnier entre la rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi, car actuellement, sauf si vous passez au-delà de Jean Ferrandi, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien avant le boulevard du Montparnasse. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça facilite les flux. Donc je m'engage à mettre en place un passage protégé, c'est-à-dire une traversée piétonne avec bien sûr un feu rouge pour que les gens puissent ensuite traverser directement. Ça sera à peu près à la hauteur de la serrurerie BSV, vous voyez, qui est à peu près en face du 110, et ça permettra un passage à cet endroit-là. Mais là, à moins que ce soit nos successeurs qui négocient ça. Nous trépasserons peut-être d'ici là. Voilà. Voilà. Attendez. Alors, on va vous donner un micro, madame. Mais j'aurais voulu, avant qu'on passe aux questions qui sont toujours passionnantes, donner peut-être la parole pendant un mot au capitaine Giacchino, qui va revenir sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous rappeler ce qui s'est passé, car si ça s'est passé, c'est qu'il y a eu une grave erreur commise par une des personnes situées à l'intérieur de l'appartement. Je vous donne la parole, capitaine. Merci, monsieur le maire. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis le capitaine Giacchino en gestion des effectifs du 5 et du 6e arrondissement, de jour comme de nuit, présent sur la voie publique. Concernant le phénomène du homejacking. Plus fort ? D'accord. Là, vous m'entendez mieux, peut-être ? Parlez bien fort. Ah, encore plus fort ? Oui. Bon. Oui. Vous m'entendez ou pas, là ? Bon, très bien. Donc, je vous disais, par rapport au phénomène du homejacking. Le homejacking. Ah, d'accord. Est-ce que là, c'est bon ? D'accord, très bien. Donc, je vous disais, par rapport au phénomène du homejacking, ce phénomène, donc, par rapport à cet anglicisme, je ne sais pas si tout le monde le maîtrise, mais donc on parle d'une séquestration des occupants d'un logement pour leur dérober leurs biens.
Donc ils vont en fait demander aux personnes là où se cachent leurs bijoux, ouvrir au niveau de leur coffre, mais c'est un phénomène certes inquiétant, mais un phénomène résiduel et exceptionnel. Pourquoi ? Parce que grâce à vous, grâce aux mesures de prévention situationnelle que vous pouvez déjà mettre en œuvre, ce phénomène peut être très rapidement évité. Si vous n'ouvrez pas la porte, évidemment, il n'y a pas d'acte. L'acte délinquant, on ne parle pas d'effraction. Les gens n'entrent pas par effraction alors que les personnes sont à l'intérieur. Elles vont toquer. Donc si vous n'avez pas nécessité d'ouvrir, si vous n'attendez personne, le délit est évité. Donc un phénomène plus fréquent, c'est le phénomène des vols par effraction, où là les personnes s'introduisent alors que les occupants du logement ne sont pas présents. Pour éviter cette situation-là, d'autres moyens peuvent être mis en place par vos soins. Au niveau du hall d'entrée, vous pouvez prévoir un double sas. Un sas en fait au niveau du hall d'interphone pour freiner leur progression. Également la présence de caméras qui va dissuader tout passage à l'acte au niveau de ce hall d'entrée. Et enfin, on a donc des possibilités aussi des systèmes d'alarme au niveau des portes individuelles, des portes privatives, qui vont finir par dissuader les mises en cause. Il faut bien vous dire que c'est le principe de la prévention situationnelle. Le mis en cause, quand il voit tous ces écueils, pour lui, il va privilégier un autre site où il n'y aura pas tous ces dispositifs de sécurité. Donc vous allez ainsi éviter le passage à l'acte et dissuader l'action du délinquant. Par ailleurs, nous, on renforce évidemment nos passages sur votre secteur pour prendre les individus en flagrant délit. C'est le travail de la brigade anticriminalité, une unité qui travaille en civil, qui a vocation à détecter des comportements suspects et suivre donc les individus en quête d'un éventuel passage à l'acte. On a eu ces 2 dernières semaines donc 2 groupes de délinquants qui ont pu, grâce à leur action, être appréhendés. Au final, leur intention coupable était uniquement de s'introduire sur les toits de Paris, de pouvoir pourvoir le secteur depuis les toits de Paris, mais notre action est réelle, notre action est concrète, et que ce soit au 42 rue Notre-Dame-des-Champs ou au 107 boulevard Raspail, on a pu donc appréhender 2 groupes de personnes qui s'étaient introduites par effraction dans des parties communes. Voilà. Oui, d'autant plus que le 107 boulevard Raspail, il est en cours de ravalement actuellement, donc je suppose qu'ils avaient grimpé sur les échafaudages. Tout à fait. Voilà, donc ça, et c'est bien sûr, quand vous avez un immeuble échafaudé, il faut faire attention. Et puis, je reviens sur le homejacking, sur l'agression qui a eu lieu. Manifestement, les personnes elles ont sonné à la porte. Et je crois que la dame, elle était au téléphone avec quelqu'un de sa famille, elle a ouvert comme ça. Et boum, ils sont arrivés. Alors, la chance, comme elle était quand même au téléphone, la personne, elle était au téléphone avec sa fille, qui a réagi et qui a appelé la police. Et la police a failli les appréhender. Mais vous voyez, donc il ne faut pas non plus, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être au téléphone et ouvrir la porte sans regarder qui c'est. Voilà. Il y a eu quand même une erreur de commise. Je ne dévoile pas des... Non, c'est des évidences. Le principe de la prévention situationnelle, ça part du bon sens. Ça parle aussi d'une vigilance de votre part et donc différents dispositifs qui peuvent être aisément mis en place pour dissuader tout passage à l'acte. Parfait. Alors, on va passer aux questions. Madame, on va vous passer un micro. Madame, vous souhaitiez intervenir. On va vous passer un micro. On va prendre plusieurs questions. J'ai eu le homejacking un peu, en sens que j'ai eu quelqu'un qui s'est présenté chez moi comme voulant voir mes conduits de cheminée pour le ramonage. Le phénomène des ramoneurs, oui. Et il m'a ramoné, mais après il m'a dit qu'il y avait encore, je ne sais pas combien de travaux à faire par rapport à un tuyau, et il m'a fait, sans devis, il m'a fait avancer 500 €. Évidemment, bêtement, je le dis, il avait un distributeur de cartes, donc le ramonage, j'avais payé avec ma carte. C'était des personnes qui étaient venues et qui avaient sollicité leur service, ou c'est vous-même qui les aviez requis en amont? Personne ne l'avait requis, pas plus le gérant que personne, et il a fait tous les étages de la maison pour essayer. Alors, il faut vraiment se méfier. Mais c'est vrai qu'il fallait pas... On m'a dit, mais pourquoi tu as ouvert? Bon, oui, il venait... Bon, voilà. Mais ça m'est arrivé à moi. Donc on en a contrôlé un grand nombre de ces personnes-là. Donc c'est
ça n'a rien à voir avec le phénomène évoqué par Monsieur le maire. Hein. C'est pas des gens qui vont agresser les personnes, les occupants des logements. Néanmoins, effectivement, ils ont de nombreuses infractions sur la législation au travail. Il faut savoir que souvent, ils ne sont pas déclarés non plus. Donc, je dissuade évidemment chaque personne de ne pas solliciter à leur service. Il y a des sociétés clairement établies, avec Sirène et autres. Vous les appelez, eux viendront, vous feront un devis, vous feront des choses en bonne et due forme. Mais eux, non, si jamais il y a le moindre accident et autres, c'est à bannir. Mais ils se présentent comme voulant vous ramoner, ou des choses comme ça. Et comme il n'y a pas de ramonage, ça y est, j'ai fait les ramonages, quoi. Ouais. Et après, ça sent... Mais il est rentré quand même ils ont le matériel, dans l'immeuble sans personne. Bien sûr. Hein? Merci Madame de votre témoignage. On peut tous, chacun d'entre nous peut être victime de ce type de grivellerie, d'escroquerie qui est de plus en plus fréquent et qui prend des formes de plus en plus sophistiquées. Vous pouvez recevoir maintenant des appels, on en a tous reçus sur nos téléphones, disant mon fils a perdu... Ma fille a perdu sa carte bleue, est-ce que vous pouvez me rappeler, etc., etc. On essaie de vous escroquer. Et maintenant, le pire, c'est le faux conseiller bancaire, c'est-à-dire que on vous appelle, on vous dit je suis votre conseiller, j'ai été appelé, on a arrêté un virement qui devait intervenir, et c'est très très bien fait. Chacun d'entre nous peut s'y prendre, mais ne donnez jamais sous aucun prétexte votre code de carte à des gens par téléphone. Faut refuser. Moi, j'avais une mère qui était appelée encore il y a quelques années, et quoi qu'on lui propose, du vin, de changement de fenêtre, elle disait « ça ne m'intéresse pas », elle raccrochait. Écoutez, c'était pas mal. C'est une bonne formule. Donc même si je vous appelle, si quelqu'un vous appelle en disant « je suis le maire du 6e », vous dites « ça ne m'intéresse pas », vous raccrochez, mais vous m'envoyez une lettre ou vous m'envoyez un mail. Mais je ne demande pas les numéros de carte bleue, non. Autre question ? Non, madame, une seule question par personne, vous êtes exprimé. Vous m'enverrez un mail éventuellement. Question, j'habite rue Jean Ferrandi. Pendant la durée des travaux, est-ce que le degré de nuisance sonore sera très important pour les habitants de la rue Ferrandi ? C'est difficile de répondre parce que le très important n'est pas qualifiable. Disons qu'en tout cas, on a demandé, nous, dans les appels d'offres et dans le contrat, les marchés de travaux, que ce soit un marché de travaux à nuisance sonore abaissée, donc et maîtrisée. Et en particulier, il y aura des dispositifs de prise de son qui permettent aux directeurs de chantier, aux chefs de chantier d'être alertés, parce que sur les chantiers, la difficulté, c'est que le chef de chantier ne sait pas forcément qu'à tel ou tel endroit, il y a un niveau sonore qui dépasse, de manière à ce qu'il ait une alarme qui permette déjà à son niveau de pouvoir maîtriser l'ensemble de des nuisances sonores. Et puis, comme je le disais, on aura aussi un dispositif d'échange direct avec le directeur de chantier, pour permettre le plus de fluidité possible avec les riverains, de façon à ce que les choses s'amortissent, s'adoucissent le plus possible. Votre question est excellente et M. Bazin y a parfaitement répondu. Mais rue Jean Ferrandi, vous êtes par définition assez protégé, puisque entre le 110, vous avez le 104, le 102, le 104, le 106, vous êtes beaucoup plus loin. Vous étiez peut-être beaucoup plus concerné il y a quelques années quand il y a eu la construction au 108, etc., etc. Ou construction au cœur d'îlot. Là, vous êtes protégé. Après, le 112 rue de Vaugirard sera sans doute plus concerné, ainsi que les immeubles qui sont en face. Monsieur, Attendez, on vous donne le micro. Merci. Vous n'avez pas parlé du cinéma UGC qui est fermé depuis déjà quelque temps. Bretagne. C'est Gaumont, pardon. Le Bretagne. C'était Pâté. Si je vous en parlais, je vais vous en dire. Pâté Gaumont, oui, c'est le même groupe. Je peux vous en parler, oui. Voilà. Et puis deuxième question, quid de la réouverture des tennis du Jardin du Luxembourg? Ah oui, d'accord. Parce que... Bien sûr. Non, mais je vous remercie. J'en ai pas parlé parce que je me doutais qu'il y avait des questions. Il faut aussi que
Et alors sur le Bretagne, c'est un cinéma auquel nous étions tous très attachés. Vous avez peut-être vu, moi j'ai vu des péplums là-bas quand j'étais petit. J'ai vu un certain nombre de choses. La vérité, c'est que Pathé a investi énormément d'argent dans la rénovation, il est d'ailleurs magnifique, du Pathé Odessa, qui est juste en face. Donc Pathé avait racheté au groupe familial qui avait historiquement le Bretagne, le Miramar et le Mistral, avenue Gérald Leclerc. C'était, je crois, M. Reimann qui avait ça, qui a eu son heure de gloire dans les années 70-80. Et au décès de son épouse, qui a tenu le Bretagne jusqu'à la fin, il l'a racheté. À un moment, il avait envisagé de faire quelque chose. Et après, il s'est avéré que c'était tellement compliqué. Il y avait cette très grande salle, très belle, mais qui n'était plus du tout conforme, qu'ils n'ont pas pu le maintenir. Et surtout, les sommes dépensées sur le Pathé Odessa, le fait qu'ils aient des Montparnasse aussi, le Palais des Montparnasse un peu plus haut d'Odessa, il y a énormément, il y a quasiment, je les ai comptés un jour, il y a une trentaine d'écrans sur Montparnasse. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que les 7 Parnassiens qui étaient en difficulté ne le sont plus. Et il faut saluer d'ailleurs l'action de la mairie de Paris, qui depuis, d'ailleurs, tous les maires successifs ont toujours aidé les cinémas parisiens. Alors, pas les grandes salles, pas les grands réseaux UGC Pasté, mais 7 Parnassiens font partie des réseaux d'art et d'essai. On a beaucoup de chance. Les cinémas du Lucernaire sont aidés. On a énormément de chance. Donc, le Bretagne, malheureusement, donc, est transformé. Il va être transformé en magasin. Et en magasin de quoi? En magasin de sport. Pourquoi en magasin de sport? En réalité, il y avait deux possibilités. C'était ou un restaurant, encore un. Et là, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? La copropriété s'est pas laissée faire. Elle préfère avoir un magasin de sport qu'un énorme restaurant sur 2 niveaux. Donc ça sera un magasin de sport qui devrait ouvrir, c'est en travaux, qui devrait ouvrir sans doute au printemps prochain. Mais ne me demandez pas le nom, ça ne sera pas un Décathlon, ça sera un magasin de sport plutôt moyen haut de gamme. Voilà. Alors sur les terrains du Luxembourg, ça bouge. Et ça va réouvrir. Et ça va réouvrir, je ne peux pas vous dire quand. J'ai eu des informations récentes de la part du Sénat, puisque c'est le Sénat qui a le Jardin Luxembourg. On est passé très près de la catastrophe. Pourquoi? Et je le dis clairement, tant pis, ils m'enverront des mails assassins. Monsieur Picard, mais c'est pas le propriétaire de la maison Picard, des surgelés Picard, même si peut-être il faudrait le surgeler. Et son acolyte, monsieur Bassy, qui est le fils d'ailleurs d'un ancien journaliste, lui-même journaliste. Ce sont des gens qui ont mis le feu aux poudres, qui ont attaqué la convention qui existait, qui l'ont fait tomber juridiquement, 2 fois, qui ont attaqué personnellement le président du Sénat, qui ont porté plainte au parquet national financier. Vous entendez bien? Porter plainte au parquet national financier, en racontant n'importe quoi. Moi, je ne sais pas si j'avais été à la place de l'Archer, si j'aurais pas décidé de fermer le tennis de Luxembourg. Parce que, attendez, est-ce que c'est la vocation du Sénat? Est-ce que le Jardin de Luxembourg, créé à l'époque de Catherine de Médicis, au départ, n'a pas vocation à accueillir des cours de tennis? Et à partir du moment où vous avez des gens qui pétitionnent dans tout Paris, puisque Picard essaie d'attaquer aussi la ville de Paris sur d'autres endroits, lors du cas de conventionnement, parce qu'il y a d'autres cours qui appartiennent, eux, à la ville de Paris, qui sont en cours de conventionnement, on pouvait s'attendre à tout. Donc, je remercie le Sénat d'avoir accepté de relancer l'appel d'offres. Je n'en connais pas les conditions, mais ça devrait sortir, ça devrait être connu rapidement, avec un objectif de réouverture, vraisemblablement, avant l'été 2025. Pas 2045, 2025. Donc, quand même. Mais tout est possible. Et la haine de ces personnes, ils vont peut-être réattaquer. Donc, on verra bien. On verra bien. Écoutez, madame, ne perdons pas de temps avec des gens. Si ils avaient existé il y a 2000 ans, ils auraient été crucifiés et on leur aurait fait payer la croix, les clous et les marteaux. Autre question? Ma question concerne le problème de vélo et les piétons.
je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler, mais je profite comme il y a une capitaine qui est à côté de vous. Écoutez, vraiment, c'est devenu terrorisant pour les piétons. Ce n'est pas possible de sans arrêt être obligé de se tourner à droite et à gauche. Et vous avez évoqué le problème de la rue Vaugirard en disant que c'est momentané. Le double sens va être, ce serait qu'un seul sens et que c'est provisoire. Au contraire, je pense que nous ne pouvons pas, en tant que piétons, maîtriser une petite rue où il y a un sens unique pour les voitures, double sens pour les vélos, qui ne respectent pas ni le passage piéton, ni le feu rouge, ni rien. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Par exemple, la rue de Rennes, 120 rue de Rennes, là, c'est le croisement de rue de Rennes, la rue Saint-Sulpice et Vaugirard, Saint-Placide, excusez-moi. Il y a une espèce de 2 mètres où, en fait, quand le passage est vert pour les piétons, il y a un bout là qu'on voit à peine, c'est devant le café, il y en a devant un café, où plusieurs fois j'ai vu les gens qui se rendent pas compte qu'il y a un vélo qui passe. Et l'autre jour, je demandais au garçon, je dis mais comment ça se fait? Il me dit on voit tous les jours des petits accidents comme ça où les gens ne voient même pas qu'il y a un petit passage pour les vélos. Donc il faut quand même arrêter, il faut faire quelque chose, un minimum déjà. Je sais que vous ne pouvez pas tout faire, vous n'êtes pas les seuls à prendre des décisions à ce sujet. Mais merci madame, le capitaine va vous dire un petit mot et après moi je compléterai. Et bien sûr la police municipale est bien sûr totalement concernée et on lui fera passer le message. Ils font des contrôles très forts à l'angle Vaugirard-Littré. C'est vrai que le nœud, comme c'est un triangle, c'est un feu triangulaire à cet endroit-là, c'est très complexe à contrôler et à pacifier. C'est pas Littré. Oui, mais nous savons tout ça. Il y a des travaux qui vont s'achever, mais qui compliquent effectivement la chose. Écoutez, madame, moi je peux vous assurer qu'on va donc mettre en place des contrôles là-bas, à l'intersection que vous avez indiquée. On a déjà des contrôles qui sont à l'œuvre sur votre secteur, contrôle avec une coopération partenariale police municipale, police nationale. Nous, on se recentre sur le spectre délictuel et eux agissent sur le spectre contraventionnel. Et effectivement, les conduites dangereuses de vélo qui ont soit les écouteurs alors que c'est interdit, soit le portable en main, Pardon, même. Ouais. Eh bien, écoutez, je peux vous garantir qu'on aura donc vous aurez prochainement des contrôles sur ce secteur-là. Au 120. Très bien. Mais c'est trop petit, il faut Ce qu'il faut essayer, c'est de pacifier les relations, si vous voulez. Que vous soyez les mobilités, vous pouvez être piéton, cycliste, utilisateur des transports en commun, conducteur, il faut effectivement faire baisser la tension à Paris. Il y a des erreurs qui sont commises par beaucoup de gens. Il faut aussi, comme piéton, faire attention. C'est vrai qu'en sortie de confinement, on avait tendance, et même pendant le confinement, à marcher un peu, quelquefois au milieu des rues, etc., etc. On a perdu un peu en sortie de confinement nos repères. Maintenant, il faut essayer effectivement de cohabiter. Après, ça nécessite effectivement que tout le monde respecte le code de la route, les précautions, que les cyclistes, notamment... Moi, ce que j'observe, je veux dire, les cyclistes qui utilisent leur propre vélo sont assez raisonnables. On a un vrai problème avec les utilisateurs de vélos en libre service. Et là, il y a un vrai problème, d'autant plus qu'un vélo en libre service électrique, lancé à 15 km, peut représenter une grande force. On a beaucoup parlé de ce cycliste qui a été assassiné dans des conditions absolument épouvantables par un fou. C'était un automobiliste. C'est pas parce que vous aviez un fou à l'intérieur d'une automobile qu'il faut condamner tous les automobilistes. Mais vous avez aussi des irresponsables à vélo. Vous avez une dame, on n'en a pas parlé, qui a été envoyée directement en urgence absolue à l'hôpital Necker il y a un mois
pour s'être fait percuter par un Vélib électrique, rue de Rennes. Elle traversait, il faut reconnaître, hors des clous, etc. Elle s'est fait propulser à peu près à hauteur de la rue Côte-Clegon, rue de Rennes. Donc il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a des endroits, et c'est vrai que cet endroit-là est compliqué, puisqu'on tourne, ils remontent la rue de Rennes, ils tournent sur la rue de Vaugirard, il y a ce double accès. Moi, personnellement, je n'étais pas partisan d'une piste cyclable à double sens à cet endroit. Mais en tout cas, on va voir comment ça se passe. J'espère d'ailleurs que ça sera respecté. Si on a pendant 2 ans une modification, et on fera des contrôles. La police municipale fera des contrôles. Oui, mais moi, je pense quand même que, étant donné que les gens ne respectent pas, il faut, c'est de la façon dont on fait le double sens ou alors ça n'encourage pas. Au contraire, si on avait... Oui, tout ça est très compliqué. On va essayer d'améliorer les choses. Autre question. Après, on essaie comme d'habitude, on essaie de se quitter à 20h. Je peux parler, c'est bon? Alors, on va prendre on va prendre 5 questions et on répondra à la suite. Alors, oui. Vous avez déjà parlé, madame. Vous voulez reparler? Je peux parler? Oui. Allez, on lui donne un micro. Dernière intervention de votre part. Après, madame. Oui, bonsoir. Et madame, je voudrais intervenir brièvement au sujet du cadre de vie, notamment... Ah, pardon. Je voulais savoir... On me donne un micro, moi je parle. Où en était le projet qui avait été évoqué un moment dans vos journaux, d'ailleurs, pour la réaffectation de la Fondation Hébert à l'angle de la rue du Cherche-Midi et de la rue du... Deuxième question. Allez-y, levez-vous et parlez bien, et vous mettez bien le micro. Voilà. Donc c'est au sujet du cadre de vie, notamment, madame précédemment a évoqué les nuisances sonores. Moi, je voulais évoquer les nuisances sonores des riverains dont les appartements et les logements jouxtent des écoles. Oui. Alors moi, depuis 61 ans, j'habite dans le 6e arrondissement, j'habite près d'une école, bon, je ne la citerai pas, mais donc on est passé depuis à peu près 2018 de 2 heures de bruit avec les cours de récré à 8 heures, 18 heures, 45 non-stop. Donc on a une amplitude horaire épouvantable. Moi je craque personnellement. Je suis venue à la mairie en pleurs voir Madame Labi il y a un mois, dans les étages, ou peut-être que je prononce mal son nom. Madame Labi, oui, ma secrétaire. Oui, voilà. Oui. Et donc j'ai plus de bruit dans mon logement, les fenêtres fermées, que dans la rue d'Assas. En été, on ne peut plus ouvrir les fenêtres. On a un prof de PS qui donne des coups de sifflet. Ça, c'est donc l'école alsacienne. Voilà, c'est mon école. Donc j'en parle d'autant plus avec beaucoup d'appréhension que j'y ai passé 14 années fabuleuses. Mais alors là, c'est devenu un cauchemar. De 8h du matin jusqu'à... Vous êtes au premier étage peut-être? Sur l'arrière vous donnez sur la cour ultime de l'école alsacienne. Oui, tout l'immeuble est concerné. Il y a une aire de jeu. Les enfants, on doit être à 130 décibels à peu près. C'est les cris, les hurlements des enfants toute la journée. Alors 2 heures entre midi et 2, ça allait. Mais là, 8 heures... Alors, est-ce que vous ne voulez pas me refaire à plusieurs une petite lettre que j'enverrai à M. de Panafieux? Mais le problème, c'est que tout le monde joue un petit peu dans son coin. Oui, mais il faut me mettre... C'est comme d'ailleurs, je le dis aussi à destination de tout le monde. Quand vous avez vraiment des affaires très graves, il ne faut pas hésiter à faire des plaintes ou des mains courantes sur un... Vous les faites maintenant, vous pouvez faire des mains courantes informatisées. Il faut maintenant documenter. Il faut documenter. La police, la mairie ne peuvent pas, sur des rumeurs ou des on-dit, ou même des gens qui viennent aussi sympathiques que vous, qui viennent à mon secrétariat, instruire. Là, c'est pas le cas. On va pas porter plainte contre l'école. Mais j'ai contacté l'école. Je veux dire, il faut documenter. Si vous venez avec une petite lettre signée par 5 ou 6, ça a beaucoup plus de force que si j'appelle le directeur en disant il y a une dame qui est sur l'arrière, etc. Alors j'ai appelé l'école il y a 6 ans. Oui. J'ai appelé des personnes, des administratifs. Donc moi, à l'époque, je pensais que c'était l'amplitude horaire allait se limiter. On m'a dit on ne fait pas plus de bruit avant que maintenant. De 2 heures, on est passé à 11 heures. Donc là, je vous laisse à votre appréciation. Les effectifs de l'école alsacienne sont importants. Et puis vous avez certes, des mais le bruit est d'autant important. Il y a plus de bruit. Des élèves qui deviennent ministres. Il y a plus de bruit dans la rue que dans mon logement, fenêtre close, et une telle amplitude de bruit que ça passe au-dessus des. Je vous ai compris selon la formule. Donc vous m'écrivez, vous me faites cette petite lettre.
C'est une troisième question, madame, et puis après on terminera et je répondrai sur le musée Hébert, qui est effectivement un sujet alors je m'adresse notamment pour la rue Jean Ferrandi. Je m'adresse au capitaine pour donc rue Notre-Dame-des-Champs, rue Le Verrier, et je me suis aperçue hier après-midi, également boulevard Montparnasse, il y a des gens qui rentrent dans les immeubles en toute illégalité, qui apposent des prospectus serruriers où il n'y a aucune coordonnée, et aussi des affiches collecte de vêtements. Là aussi, il n'y a pas de coordonnées. Je peux vous envoyer les documents, comme dit monsieur le maire. Hier après-midi, j'en ai croisé 2. Et sur le moment, je n'ai pas eu le réflexe d'appeler la police parce que j'avais un rendez-vous avec mon petit-fils que j'avais peur de manquer. Donc, je lui ai montré notre immeuble en lui demandant de ne pas rentrer. Bon, c'était stupide de ma part. C'est après que je me suis dit que j'aurais dû appeler quelqu'un pour qu'il soit pris sur le champ. Alors, le type, à un moment, ils étaient 2. Il rentre rue Paul Séjourné et puis moi, je m'en vais vers le métro Raspail. Je vois qu'il est derrière moi. Je me dis, mince, il me suit. En fait, il s'est installé sur l'immeuble qui était au coin angle Séjourné Montparnasse et il attendait qu'il y ait des gens qui rentrent pour s'infiltrer. C'est ce que j'ai compris. Ça ne peut plus durer parce que ces gens montent dans les immeubles, mettent des tout petits ronds qu'ils collent avec serrurier, mais en fait c'est du repérage. Et comme il y a beaucoup de gens absents dans les immeubles, longtemps, eh bien, et quant à l'alarme dont vous parlez, avec un brouilleur d'ondes depuis la rue ou même dans l'immeuble, on stoppe l'alarme en quelques minutes. Et si vous voulez, tous ces moyens sont obsolètes. Il faut mettre des freins, mais surtout la porte cochère, et avoir une coordination avec les syndics qui ne font rien. On a bien compris. Après, les syndics, effectivement, on peut en changer. On reviendra sur tous ces problèmes lors de la réunion du 27 novembre. Le capitaine va vous répondre. Et après, on va achever la réunion sur le musée Hébert. Madame, bonsoir. Donc, je félicite votre attention à votre environnement. C'est très bien, ça commence par là. Il faut être attentif aux faits et gestes pour détecter des comportements suspects. Néanmoins, vous auriez dû nous appeler. Vous parlez d'une coopération avec le syndic, il faut déjà coopérer avec nous permettre d'intervenir et permettre une action des services de police pour contrôler ces individus. Une fois qu'on a leur identité, si après on a le moindre méfait, on sait que tel jour, telle heure, on l'a contrôlé, on l'a vu et on peut après le raccrocher grâce aussi aux caméras. Ouais. En fait, ils ont le vigie copié de la poste, de la fonction poste. Oui, les badges vigiques, oui, tout à fait. Ouais. Bah, n'hésitez pas à appeler. Vous appelez ou n'importe quelle personne voit un comportement suspect, vous nous appelez. Ça, c'est les vols par effraction, c'est le phénomène le plus suivi par les fonctionnaires de police. Dès qu'ils entendent ça sur les ondes radio, ils se mobilisent parce qu'il y a réellement un préjudice pour les riverains. Je peux vous garantir qu'on sera réactif sur le sujet, mais encore faut-il nous appeler et nous solliciter. Ça dépend du nombre aussi d'équipages disponibles, mais sur ce type de méfaits, c'est la priorité. C'est la priorité sur des tapages, c'est la priorité sur des incivilités, c'est la priorité sur bon nombre d'autres phénomènes. Oui, j'ajoute que c'est aussi une sensibilisation des forces de police et c'est aussi, j'insiste tout à l'heure, le capitaine l'a dit, vous avez des gens qui me disent on voit plus de forces de police. C'est faux. Non mais c'est faux. Et puis également parce qu'ils interviennent, souvent ils font de la filage. Et le filage, ça se fait pas en uniforme, ça se fait justement
de façon anonyme. C'est comme ça qu'ils appréhendent, effectivement. Il y a eu de très belles opérations réalisées dans le 6e arrondissement, y compris des gens, par exemple, qui cultivaient. On a découvert dans un appartement du quartier, par exemple, dans une autre rue qui n'est pas vers Notre-Dame-des-Champs, quelqu'un qui faisait de la culture de cannabis chez lui, par exemple. C'est complètement fou. Hein. C'était une petite fabrication, c'était une sorte de végétalisation un peu particulière. Alors, je ne sais pas s'il livrait après, mais en tout cas, il s'est fait gauler. J'ai même vu au commissariat du 5e, 6e les plans qui étaient là. Assez extraordinaire. Donc ça marche. Mais après, il faut documenter. Il faut que vous documentiez. Faut pas, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à écrire aussi. Hein, écrire. Parce que l'appel, quelquefois, vous êtes traumatisé, vous êtes... bon, voilà. Hein, mais on reviendra là-dessus sur le 27. Le musée Hébert. Le musée Hébert... Rapidement, c'est une opération, j'en ai longuement parlé dans le journal du 6e arrondissement, c'était un musée national qui dépendait du musée d'Orsay. Pourquoi l'opération était complexe? Parce que là encore, c'était un bâtiment qui avait fait l'objet d'une donation de la part de la famille Dukerman, qui avait beaucoup de portraits d'Hébert. Donc, le musée ferme en 2006, musée national, hein, c'est pas un musée parisien. Magnifique musée Zadkine que je vous engage à découvrir, qui est un musée de la ville de Paris en haut de la rue d'Assas. Mais là, le musée Hébert, c'est un musée national qui dépendait du musée d'Orsay. Pourquoi? Parce que le musée d'Orsay, c'est le musée du 19e siècle. Et Hébert est un peintre du 19e siècle qui est né dans la commune de La Tronche dans l'Isère et qui a d'ailleurs un très beau musée départemental qui est situé dans l'Isère. Donc le projet, le musée était géré administrativement par le musée d'Orsay, mais le bâtiment appartenait à la Réunion des musées nationaux et c'était la Fondation de France qui gérait la clause légataire. Ça a patiné pendant des années. J'ai visité le musée d'Orsay, j'ai écrit, j'ai là encore un dossier complet, j'ai écrit à des ministres de la culture qui succèdent assez rapidement. Bon, tous les ministres se succèdent assez rapidement. J'ai les collections de lettres, la direction des musées de France, etc. Là, on est arrivé, grâce d'ailleurs à un conseiller de Rima Abdul Malak, Sylvain Amic, qui s'est merveilleusement occupé de l'affaire, qui a négocié avec la Fondation de France. On est arrivé à une solution qui consisterait, si vous voulez, avec l'accord de la Fondation, qui a accepté de lever la clause, de vendre les bâtiments, les collections d'Hébert repartant au musée de La Tronche, qui est un musée départemental, qui est un magnifique musée. D'ailleurs, je vous incite à le voir sur Internet, vous pouvez le voir, et éventuellement aller le visiter à la belle saison, et qui sera agrandi, les collections du musée Hébert partant là-bas, ainsi qu'à Orsay, qui en conservera un certain nombre de peintures. Le bâtiment est dans un état absolument catastrophique. À l'intérieur, c'est grande zéro, je l'ai visité. Il y a encore un escalier avec une rampe d'escalier assez belle. Il y a à peu près 2000 mètres carrés de surface utile, avec les façades principales que vous connaissez sur la rue du Cherche-Midi, hôtel de Montmorency Luxembourg, classé, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, retour sur la rue Jean Ferrandi, sous bâche, sous filet, puisqu'il y a des risques. Nous attendons la dernière étape, c'est la dernière évaluation qui doit être faite par le ministère des Finances, qui doit évaluer pour que le bâtiment soit mis sur le marché. Après, vous allez me dire, qu'est-ce que ça deviendra? Moi, je souhaite que ça soit un bâtiment qui reste dédié à la culture. Si vous connaissez des gens qui ont de l'argent, ça peut arriver. Après, il y a aussi ça peut être une fondation privée, etc., etc. La destination n'est pas formellement classée, mais on sera bien sûr bien attentif. Il fallait que ça bouge. On ne pouvait pas garder ces 2000 mètres carrés dans cet état-là. Hein. Alors ça peut être transformé en hôtel, ça peut être transformé en logement, ça peut être transformé... Mais honnêtement, les contraintes seront telles que ça sera difficilement exploitable ou rentable. C'est, à mon sens, davantage un mécène. On suivra ça avec attention. Bien sûr, dès qu'on aura les informations, on les partagera avec le conseil de quartier Saint-Placide, puisque ça c'est le conseil de quartier Saint-Placide, et bien sûr avec l'ensemble de la population. Je voulais terminer en remerciant Florence Devara et Ariel Bocan qui gèrent Alors Ariel Bocan est la présidente du conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs,
qui là concerne si vous voulez, ça va du boulevard Raspail à la closerie des Lilas, boulevard du Montparnasse. Elle fait beaucoup avec son conseil de quartier, même si le conseil de quartier n'a pas des moyens extraordinaires. Vous avez fait beaucoup de choses. Le fleurissement du parvis de l'église Notre-Dame-des-Champs, c'est le conseil de quartier. Le parc canin avec la mairie de Paris, de jardin de l'Observatoire, c'est le conseil de quartier dans les jardins de l'Observatoire. C'est aussi le jardin partagé dans le jardin aux Adames, etc., etc. Les boîtes, l'artiste C215 qui a fait revivre des grandes figures de Montparnasse, etc., etc. Elle gère ça aux petits oignons, selon la formule, et elle dépense son argent avec intelligence et parcimonie. Voilà, mais c'est votre argent, donc c'est de l'argent public qui est tracé. Et Florence de Vara, elle suit le conseil du quartier Saint-Placide, dont le président est Alain Dafzat. Ils font également un gros travail. Et Alain Dafzat est en relation avec Benoît Bazin sur l'opération du 110 pour justement également essayer d'informer également les différentes personnes du secteur. Là, c'est plutôt le secteur Saint-Placide, Cherche-Midi qui est concerné. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre présence et je vous propose d'applaudir nos participants qui nous entourent, car ils ont pris sur leur temps. Je vous remercie.